Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'On va plus loin. Une émission un peu spéciale ce soir puisque nous la consacrons entièrement à ce deuxième anniversaire des attentats du 13 novembre. C'était un vendredi soir, il faisait doux sur Paris. Les habitants buvaient des verres en terrasse, mais l'horreur va les frapper de plein fouet. Eux, mais aussi ceux qui se trouvaient à un concert au Bataclan et aux abords du Stade de France. Les 3 commandos terroristes de Daesh assassineront 130 personnes et en blesseront plusieurs centaines. Aujourd'hui, 2 ans après, comment les victimes et les familles se sont-elles reconstruites? Et pour les Français, y a-t-il un avant et un après? Nous en discuterons avec nos invités dans un instant. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera Christine Lazerge à Philippe Bas. Nous reviendrons sur la gestion politique et juridique de ces attentats, polémique sur la déchéance de nationalité, état d'urgence prolongé 6 fois. Il aura fallu 2 ans pour y mettre un terme et encore, la plupart des dispositions ont été intégrées dans le droit commun. Sommes-nous finalement mieux protégés qu'avant? Nous en débattrons sur ce plateau. Enfin, l'entretien du jour, nous recevons le philosophe Roger-Paul Droit. Nous essaierons non pas de comprendre les terroristes, mais d'observer les origines de cette haine meurtrière, d'analyser les mécanismes qui poussent ces hommes et ces femmes à nous tuer. Comment des Français élevés sur le même territoire que nous, avec nos valeurs, en arrivent-ils à donner pour seul sens à leur vie l'éradication de notre civilisation? Nous poserons la question à notre invité. Mais d'abord, retour sur cette journée de commémoration. Emmanuel Macron s'est rendu dans tous les endroits frappés par Daesh ce soir-là. Il était notamment accompagné d'Anne Hidalgo, de François Hollande et de Manuel Valls. Audrey Vuettaz. 6 lieux d'attentats, 6 hommages en présence du chef de l'État Emmanuel Macron. Pour se souvenir des 130 morts et des 683 blessés dans les pires attentats que la France ait connus. Début de la série d'hommages près du Stade de France, en présence notamment de François Hollande. Présents également Gérard Larcher et François de Rugy, les présidents du Sénat et de l'Assemblée. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à respecter 1 minute de silence. Puis direction les terrasses des 10e et 11e arrondissements, le Carillon, le Petit Cambodge, le comptoir Voltaire, la Bonne Bière, la Belle Équipe. À chaque fois, un dépôt de gerbe avec la maire de Paris Anne Hidalgo et 1 minute de silence. Aux 13 vies fauchées en ces lieux. Des cérémonies courtes, sobres, volonté du président et des familles de victimes. À chaque fois, le président et sa femme Brigitte Macron prennent le temps de saluer les familles, les forces de l'ordre et le personnel de santé à l'œuvre ce soir-là. Dans le cortège, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, François Hollande toujours, le trio exécutif qui était à la tête de l'État au moment des attentats. Claire, métro, Taprez. Devant le Bataclan, une série interminable de noms rompt le silence. Cédric Mauduit. Isabelle Merlin. 90 noms, 90 vies fauchées dans un huis clos infernal. L'émotion est à son comble, Emmanuel Macron submergé devant le père d'une des victimes. La matinée se termine avec un concert surprise des Eagles of Death Metal. Le groupe qui se produisait au Bataclan le soir du 13 novembre. 130 ballons s'envolent enfin dans le ciel de Paris, en mémoire des victimes. Une image que l'on pourrait ne plus voir l'année prochaine. Emmanuel Macron ne souhaiterait plus prendre part aux cérémonies d'hommage. Et on va aller plus loin avec nos invités sur ce plateau. Michael Diaz, bonsoir. Vous êtes le fils de Manuel Diaz qui est mort à Saint-Denis. Il a été la première victime des attentats du 13 novembre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Luc Vertenschlag, bonsoir. Vous êtes le fondateur du collectif citoyen du 13 novembre. Le soir du 13 novembre, vous avez été ce qu'on appelle un primo-intervenant. Vous avez porté secours aux blessés qui se trouvaient en bas de chez vous puisque vous habitez d'ailleurs toujours à côté de la Belle Équipe qui a été frappée par Daesh. Ophélie Touliou, bonsoir. Vous êtes coordinatrice de l'aide aux victimes à la FENVAC. C'est la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Antoine Pellissolo, bonsoir. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute et auteur de ce livre. Vous êtes votre meilleur psy. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Michael Diaz, je vais commencer par vous parce que vous vous êtes rendu à ces cérémonies d'hommage, mais vous avez refusé de saluer le chef de l'État et je vous ai vu sourire pendant le sujet, notamment en voyant les larmes du chef de l'État. Ça vous a fait sourire? Oui, la communication me fait toujours sourire. Peut-être mon côté communicant qui ressort. Mais j'ai décidé de refuser de saluer Emmanuel Macron, plutôt un acte symbolique de résistance face au mépris que le chef de l'État exprime envers les victimes du terrorisme, et puis les plus précaires en général. Et je pense que c'est important de nos jours de résister à cette servitude volontaire à laquelle on nous propose
Aujourd'hui, on a un président qui méprise, qui essaie de banaliser le terrorisme et les victimes du terrorisme. Pourquoi vous dites cela? À plusieurs... C'est la suppression du secrétariat d'État. Du secrétariat d'État d'aide aux victimes dès sa nomination, dès son élection. Depuis, nos avocats n'arrivent pas à contacter le fonds de garantie pour toutes les demandes de soins, d'aide de financement, etc. On n'a toujours pas d'indemnisation 2 ans plus tard. Et donc il n'y a rien qui n'est fait pour améliorer le sort des victimes. J'ai l'écho de victimes qui sont dans des situations dramatiques, de perte d'autonomie physique, qui luttent pour des soins, qui luttent pour des expertises psychologiques ou de perte d'autonomie financière qui ne sont pas compensées. Donc vous êtes en colère? Forcément, oui, mais je pense qu'on devrait tous l'être. Vous confirmez ce problème d'aide aux victimes, Ophélie Touliou? Alors on a effectivement eu plusieurs familles et plusieurs victimes qui nous ont tenu effectivement le même discours que Mickaël aujourd'hui. Ça a vraiment changé quelque chose, la suppression de ce secrétariat d'État d'aide aux victimes? Ça veut dire qu'aujourd'hui elles sont moins aidées, ces victimes de terrorisme? Alors en tout cas, au moment où ça a été supprimé, effectivement, on s'est posé tous des questions, y compris nous, FENVAC, on s'est demandé, est-ce qu'on s'est dit, Monsieur Macron cherche à revenir en arrière, on a été un petit peu inquiets, etc. On a eu un petit moment de flottement jusqu'à la nomination de la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes qui, effectivement, a une équipe à sa disposition qui est interministérielle, mais qui se retrouve rattachée au ministère de la Justice et plus directement au Premier ministre. Donc, avec un premier abord forcément un petit peu... on se questionnait sur est-ce qu'il y aurait autant de marge de manœuvre de cette déléguée, plus que du secrétariat d'État qui était assimilé à un ministère. Aujourd'hui, nous, le débat, de notre côté en tant qu'association, il est clos. C'est ainsi que ça a été décidé. Donc vous faites avec? Et on fait avec, et on a en face de nous quand même une délégation qui est motivée et qui a une équipe en place et avec laquelle on a d'ores et déjà commencé à travailler et on fera tout pour continuer à œuvrer pour les victimes. Alors, je vais vous faire réagir dans un instant, mais puisqu'on a abordé cette suppression de secrétariat d'État d'aide aux victimes, je voudrais qu'on écoute Nicole Belloubet qui, elle, a évoqué d'autres mesures ce matin et notamment la création d'un centre de résilience. Nous avons décidé de créer un centre de résilience qui permettra d'étayer les recherches et le suivi des victimes. Nous avons aussi pris conscience de l'importance pour les victimes qu'elles puissent réaccéder à l'emploi ou à une formation. Et donc, il y a des tables rondes qui sont d'ores et déjà tenues pour permettre cet accès très individualisé, finalement, et ce retour à l'emploi dans des conditions qui dépendent de chaque personne. Antoine Pellissolo, un centre de résilience, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est nouveau, effectivement. Je pense que c'est au moins le témoignage que les efforts doivent être mutualisés, multidisciplinaires. Nous, on s'intéresse avant tout en tant que clinicien aux soins, mais on voit bien l'implication de tous les réseaux d'aide qu'il peut y avoir autour et d'une réflexion, je trouve, intéressante sur comment la société elle-même fait face et comment les réactions individuelles peuvent être décuplées par des interventions multiples. Aider une victime, pour le terrorisme ou pour le reste aussi, nous, c'était une demande qu'on avait depuis longtemps aussi de développer les soins auprès de toutes les victimes de toute forme de violence, d'agression, etc., pour qu'il y ait un vrai travail de réflexion en France qui, pour l'instant, existait peu. Jean-Luc Vertenschlag, est-ce qu'on a pris en compte votre traumatisme à vous en tant que, ce que je disais tout à l'heure, primo-intervenant, c'est-à-dire ces gens qui spontanément sont venus aider, secourir les victimes, les blessés par balle? J'imagine que vous avez vu des images atroces. Est-ce qu'on a pris en compte ce traumatisme? Est-ce qu'on vous a aidé? Est-ce que vous avez été accompagné? Non. Moi, j'ai la chance de travailler à l'hôpital, donc j'ai pu me faire aider, mais j'ai beaucoup de retours de nombreux aidants qui sont toujours en souffrance, qui n'ont pas accès à des cellules de soutien ou à une prise en charge. Je veux juste revenir un tout petit peu sur le centre de résilience, remercier Françoise Redetsky pour son travail, parce que c'est quand même son travail avant tout qui est à l'origine de ce centre de résilience. C'est quelqu'un de formidable. Et nous... Comment vous allez aujourd'hui? Comment vous avez vécu ces cérémonies? Est-ce que vous vous y êtes rendu? Est-ce que ça vous fait quelque chose à chaque anniversaire? Est-ce que votre vie a changé?
Oui, ma vie a changé, moi aussi. Ce matin, j'étais présent. C'était important pour moi d'être présent parce que pour les familles qui sont là aussi, parce qu'il y a maintenant une proximité entre nous. Et comme il y a une proximité entre toutes les victimes, les familles de victimes et les gens qui sont venus leur porter secours ce soir-là, les civils comme les professionnels, qu'on oublie aussi. Ils sont eux aussi en difficulté. Plusieurs victimes se sont exprimées ces derniers jours dans les médias. Parmi elles, Caroline Langlade, c'est une rescapée du Bataclan et elle évoque sa difficile reconstruction elle aussi. Il y a plein de choses à perfectionner. Je sais que moi aujourd'hui, ce combat-là, je l'ai mis un peu de côté parce que on a travaillé dans l'urgence. On a géré l'urgence en fait. Cette urgence-là, elle a été éprouvante aussi. On s'est attelé à soigner des gens qui étaient dans des états de fatigue, de désespoir, de désarroi total. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a fait notre travail sur la première phase la plus difficile, celle de l'urgence. Michaël Diaz, dans quel état d'esprit êtes-vous, vous, aujourd'hui? On a entendu votre colère tout à l'heure. On parle de reconstruction. Est-ce qu'elle est possible, cette reconstruction? Il y a pas... Tous les cas ne sont pas les mêmes. Moi, typiquement, je n'ai pas souffert dans la chair. C'est mon père qui est décédé. Il y a des personnes qui ont été blessées, d'autres qui sont devenues invalides, d'autres comme monsieur qui est traumatisé de la situation. Donc chacun a sa façon de se reconstruire. Moi, ma perte, c'est plus un deuil qui survient dans des conditions un peu exceptionnelles et forcément injustes. C'est peut-être plus difficile de se reconstruire dans ce sens-là, mais c'est un deuil, quoi. Et vous avez souffert d'un manque de reconnaissance. On a entendu votre discours sur le fait que les victimes du Stade de France avaient été moins reconnues que celles du Bataclan ou celles des Terrasses. Bien sûr, il y a même des personnes qui pensent qu'il n'y a pas eu de décès au Stade de France. Mais bon, comment vous le vivez, ça? C'est peut-être de la simplification du message. Déjà, on dit c'est les attentats de Paris, donc ça ne dit ça pas à Paris. Puis après, généralement, on parle de Bataclan plus qu'ailleurs. Bon. C'est peut-être juste de la simplification du message. Ça a été un vrai problème, ça, le choix des mots aussi. Vous nous le confirmez, Ophélie Taury? Oui, c'est-à-dire que moi, je comprends tout à fait, Michaël. C'est que ça peut être effectivement, je pense que c'est ça d'ailleurs, c'est une simplification du message. Mais quand on est victime, ça peut être très blessant. C'est quand on entend les attentats du Bataclan, même moi qui ne suis pas directement concernée en tant que famille sur ces attentats, j'ai envie de reprendre les gens et de dire il n'y a pas eu que le Bataclan. Et qu'est-ce qu'on fait des gens en terrasse et qu'est-ce qu'on fait des gens au Stade de France. Donc c'est assez... Antoine Pellissolo, on voit des victimes qui écrivent des livres, qui s'expriment dans les médias, d'autres qui refusent de s'exprimer dans les médias, parce que je ne vous cache pas que pour préparer cette émission, on a contacté plusieurs victimes, et il y en a un certain nombre qui refusent de s'exprimer dans les médias aujourd'hui, et qui se sont même éloignés de Paris. Il y a vraiment différentes manières de vivre chaque triste anniversaire. Bien sûr, parce qu'on a tous des personnalités différentes et des vécus différents. La reconstruction, elle ne se fait pas au même rythme déjà. Donc certains ont peut-être un peu plus d'avance, entre guillemets, sur les autres. Et donc dans ce cas-là, peut-être sont plus disponibles et puis ont des messages à faire passer. Et puis d'autres sont encore dans la souffrance pure, on va dire. Et dans ce cas-là, la vivent parfois seuls, parfois avec d'autres. Hein. C'est vraiment toutes les variantes possibles de la psychologie humaine. Mais dans tous les cas, le besoin de donner du sens à ce qu'on a vécu. Donc ça peut être de manière un petit peu publique, et puis pour d'autres, c'est avec les proches, reconstruire sa vie. Le plus souvent, il y a deux étapes. Il y a traiter la pathologie du traumatisme lui-même, qu'on connaît bien, qui est le stress post-traumatique et qui nécessite des soins. Et puis après, il y a reconstruire sa vie, son existence, créer des liens, c'est l'objectif principal. Et les liens, ils peuvent être publics, parce qu'on sait que beaucoup de gens ont été impactés, beaucoup de gens sont sensibles à ce message, mais d'autres ont besoin de liens de proximité. C'est avant tout la famille, le travail, où là, c'est aussi une étape majeure pour la reconstruction. Et la société a un rôle majeur donc, sur la question du centre de résilience, etc. Vraiment, c'est ce rôle-là de pouvoir aller vers ces personnes en créant un lien qui a été rompu, parce que le trauma, par définition, c'est rompre des liens, c'est arrêter un fonctionnement à un moment donné. Et écrire, parler dans les médias, s'exprimer dans les médias, par exemple, c'est une forme de thérapie? Pour certains, vraiment, c'est vraiment là qu'il y a de grosses différences. Certains en ont même besoin, quasiment. D'autres, ça peut être à nouveau revivre un traumatisme à chaque fois. Donc tout ça doit être très individuel. C'est pour ça qu'on donne souvent le conseil aux personnes de bien réfléchir avant de s'exprimer, parce qu'il y a des choses qu'on fait sur le moment et puis après qu'on peut regretter après.
Vous parliez du stress post-traumatique. Jusqu'où ça va? Quels sont les symptômes exactement? Alors, les symptômes peuvent être très graves lorsqu'il y a une confrontation comme ça. Là, c'est le pire, avec vraiment des violences majeures. C'est avant tout, au départ, ce qu'on appelle le syndrome de répétition. C'est-à-dire qu'on revit la scène en permanence, on s'est arrêté au moment du choc, et le cerveau reste choqué, c'est-à-dire revit les choses, et on ne peut pas passer à autre chose. Donc c'est la répétition, les flashbacks, les souvenirs, les cauchemars, et en plus, très vite, la perte d'une forme d'envie de vivre. C'est pas encore de la dépression, mais ça comprend des éléments comme ça de dépression, de peur en permanence. Évidemment que quelque chose revienne à nouveau. Donc on est à la fois dans une espèce d'hypervigilance, de peur et de découragement. Et puis le dernier stade, enfin le stade où il y a encore plus de difficultés, c'est lorsqu'on s'est déconnecté de soi-même, ce qu'on appelle la dissociation. Il y a la plupart des victimes, sur le moment ou après, se retirent d'elles-mêmes pour éviter la souffrance qui en découle. Et ça peut durer longtemps. Chez les victimes des attentats, ça a duré longtemps. Parfois, ça dure encore pour certains. Ils sont pas encore eux-mêmes d'une certaine manière. 2 ans après. Ouais. Jean-Luc Vertonschlag, ça vous parle, ce que nous dit Antoine Pellissolo? Vous le vivez? C'est ce que vous avez vécu? Quel type de traumatisme? Pas à ce niveau-là, mais juste après la première commémoration, une image très simple. Je suis dans ma cuisine en train de couper un gigot. Je commence à couper le gigot, le morceau de muscle se détache, du sang coule. Et là, j'ai instantanément les images de ce que j'avais devant les yeux ce soir-là. Et là, je me tétanise, je suis bloqué, paralysé, des frissons partout, une espèce de sensation que quelque chose venait de m'écraser. J'appelle ma femme au secours parce que je sens que je vais m'évanouir. Et elle me prend le couteau des mains. J'allais tomber. Et après, c'était constamment des frissons, une sensation de mal-être, quelque chose d'affreux. Et heureusement, pour moi en tout cas, ça a fonctionné. J'ai eu 3 séances de EMDR faites par une association qui... MDR EMDR, c'est ce système où on vous fait suivre, faire des mouvements oculaires rapides, qui ressemblent aux mouvements oculaires rapides. Et ça m'a aidé, moi je dis que ça m'a désamorcé. C'est-à-dire que ça a fait sauter ce moment-là, et ça m'a permis de continuer après à vivre normalement. Et vous avez des symptômes au quotidien? Non. Moi, non. Quand vous entendez des sirènes de pompiers, vous y pensez tous les jours? Ce que monsieur disait, il y a une hypervigilance qui est tout le temps présente sur les bruits secs, les bruits forts. Il y a eu une fois, des véhicules de police sont passés très vite devant nous, devant moi et ma fille, et il y avait une odeur de poudre qui m'est instantanément revenue aux narines. Il y a des éléments comme ça. Faut dire que en dehors des personnes qui ont été blessées, qui ont survécu aux attentats, les aidants sont ceux qui ont été le plus impactés. Nous, on était dans la scène de massacre. On a pratiquement tous nos sens qui ont été impactés. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Il faut voir dans quoi on était pour porter secours aux gens au sol. Donc, je pense que tous les gens qui, comme nous, ont porté secours à des gens blessés de cette façon-là, ont forcément un impact. Ophélie Touliou, on parle de manières différentes de se reconstruire, un suivi psychologique, a priori évident, et Mickaël Diaz parlait d'indemnisation financière. Ça aussi, c'est important pour les victimes, pour être reconnues en tant que victimes? Alors effectivement, l'indemnisation du Fonds de garantie des victimes de terrorisme, c'est avant tout une reconnaissance. C'est une reconnaissance du traumatisme ou de ce qui a été vécu par la victime ou le proche de victime. Mais et pour certains, c'est une vraie ressource, c'est-à-dire que pour, par exemple, les personnes qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe, qui se retrouvent avec des enfants, il y a un préjudice économique qui est très important pour elles ou pour lui, qui va leur permettre vraiment de survivre. Et donc c'est en ça où c'est une reconnaissance, mais aussi, une vraie aide pour ceux qui ont une dépendance économique avec la personne disparue ou qui sont tellement traumatisées que pendant un laps de temps, elles ne peuvent pas reprendre leur travail. Elles n'ont pas forcément de prévoyance maintenant, le salaire. Donc très vite, on peut se retrouver dans une précarité, qu'on soit famille de victimes ou victime directe. Mickaël Diaz, c'est vous qui avez parlé de cette indemnisation financière que vous n'avez toujours pas eue. Et à la fois symboliquement et concrètement, c'est une preuve que vous n'êtes pas reconnu en tant que victime? La reconnaissance, c'est pas vraiment mon c'est pas ce que vous recherchez personnel, non. Mais moi, et c'est même pas. Quand je prends la parole, je prends même pas genre pour mon cas personnel ou pour le cas de ma famille, mais tout simplement parce que j'ai entendu
des personnes parlaient de ces cas-là où exprimer leur besoin de pouvoir survivre tout simplement, de ne pas tomber dans une certaine précarité et ont besoin de cette compensation. Il y a des personnes qui ont besoin de faire des aménagements chez eux parce qu'ils ont perdu l'usage de leurs jambes et les avances de frais ne permettent même pas de faire le quart de ces travaux. Donc il y a des choses qui devraient déjà avoir été faites en 2 ans et qui ne sont... Et ce sont aussi ces combats-là qui vous aident à faire votre deuil. C'est-à-dire qu'on en voit qui parlent dans les médias, qui écrivent des livres. Vous n'écrivez pas de livres. En revanche, votre combat, c'est aussi de défendre ces gens-là. Peut-être que ça passe par ça. Hein. Et moi, je ne l'ai pas forcément analysé. Ce qui se passe, c'est que depuis 2 ans, je lis énormément, de façon un peu compulsive même. Et j'écris. Le Huffington Post m'a donné la possibilité d'écrire quand je voulais. Donc j'ai écrit pour sensibiliser. Je sais pas, vous savez pas. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de sensibiliser les consciences aux injustices sociales et pas que par rapport au terrorisme. Jean-Luc Vertonschlag, vous avez avec vous, sur ce plateau, une trousse de secours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez apporté cela ? Si les gens se souviennent, j'ai fini à moitié nu sur cette terrasse parce que je me suis servi de mes vêtements pour essayer de porter secours, pour faire des garrots, pour faire des pansements compressifs. Et ce soir-là, il nous a manqué du matériel. En dehors de la formation, des personnes qui ont une formation. Moi, j'avais une formation de premier secours depuis très longtemps, mais je me suis servi, moi, de ma ceinture, de mon t-shirt pour arriver... Ce que vous aviez sous la main, quoi. Voilà, parce que ma trousse de premier secours avec laquelle je suis descendu ne comportait absolument pas ce qui était nécessaire pour pouvoir traiter les blessures que nous avions devant nous. Et depuis, j'ai rencontré 2 ex-militaires des forces spéciales qui ont conçu cette petite trousse qui pèse 400 grammes et qui contient tout ce qu'il nous aurait fallu ce soir-là, non pas pour sauver des gens, mais pour les empêcher de mourir. C'est-à-dire pour les stabiliser, les empêcher de se vider de leur sang, les empêcher de perdre leur température. Ce qui fait, nous sommes restés presque une demi-heure, 24 minutes, sans secours. Et pendant ce temps-là, des gens sont morts dans nos bras, enfin dans les bras de mes amis. Moi, personnellement, j'ai heureusement pas vécu ça. Mais avec ce type de matériel, il y a un garrot, il y a un bandage compressif israélien, enfin, qui s'appelle israélien, qui a une boucle qui permet de serrer les points, les endroits non garrottables. Il y a une couverture de survie, il y a de quoi protéger le soignant. Voilà. Et vous voulez dire qu'on devrait tous en avoir une sur nous ? En avoir une sur nous, ce serait évidemment l'idéal. Nous, le combat qu'on essaie de mener, c'est que ce matériel-là puisse être disponible dans tous les établissements recevant du public, de façon à ce que si jamais, de nouveau, nous sommes attaqués, les civils, qui sont forcément les seuls présents sur le lieu au moment de l'attaque, et en l'absence des secours qui peuvent être bloqués par les services de sécurité, puissent stabiliser des gens pour que les secours arrivent sur des gens encore en vie. Alors il y a les victimes très directes, comme vous, du 13 novembre, et puis... Pas victime, hein. Je ne suis pas considéré comme tel. Hein. Vous n'êtes pas considéré comme victime, c'est vrai. Pourtant, vous l'êtes très directement. Et puis, il y a toutes les autres victimes, celles qui ont été très touchées psychologiquement. L'ancienne secrétaire d'État aux victimes, justement, Juliette Méadel, a fait un point chiffré ce matin. C'était chez nos confrères de LCP. Vous voyez, 130 morts, 1600 blessés, 3000 personnes qui sont allées consulter dans les cellules d'urgence médico-psychologiques et 2600 personnes qui ont été indemnisées ou partiellement indemnisées par le FGTI, ce qui est évidemment considérable, mais qui ne rend pas compte de la totalité des demandes d'indemnisation. Car depuis janvier 2017, il y a eu 138 demandes d'indemnisation pour les victimes de novembre. C'est dire que dans les prochains mois et les prochaines années, il y aura encore plus des personnes qui diront « je suis victime du 13 novembre ». Antoine Pellissolo, on s'aperçoit qu'au-delà des victimes directes du 13 novembre, il y a toutes les victimes indirectes et j'ai envie de dire un traumatisme national. Oui, alors là, c'est un échelon encore supplémentaire qui est la population dans son ensemble. D'ailleurs, c'est ça qui est visé par les terroristes, c'est de traumatiser tout le monde pour nous faire céder sur les valeurs. Et donc, malheureusement, c'est le retentissement sur les enfants, notamment beaucoup, parce qu'ils ont vu les images. C'est-à-dire, vous le voyez au quotidien, vous avez... Oui, enfin, je pense qu'on le voit tous. C'est-à-dire que traumatiser, je ne sais pas, il faut avoir tous les degrés. Mais marqué, en tout cas. Mais marqué, on est transformé depuis cette année-là. Je pense qu'on est tous transformés, on a une vision du monde qui a changé. Alors,
Bon, peut-être qu'on a consolidé nos défenses sur certains points, mais on a aussi une hypersensibilité qu'on n'avait pas avant parce qu'on s'est confronté à une réalité qui est celle de la guerre quasiment, enfin de situations que notre génération globalement n'avait pas connues, hein, en tout cas sur le territoire. Donc ça a changé notre vision du monde, probablement dans un sens un peu plus dur qu'auparavant. Et les plus fragiles, c'est sûrement pas général, mais les plus fragiles en souffrent plus que les autres. Et ça, c'est-à-dire les plus fragiles, c'est les personnes de nature anxieuse, de nature sensible, plus sensibles que les autres. Et donc ça se ressent, en tout cas nous, dans notre activité de soins psychologiques. Avec des symptômes post-traumatiques, y compris chez des gens qui n'ont pas été forcément. touchés. C'est plutôt que ça réactive les peurs de manière générale, la sensibilité aux choses, avec cette idée que, attention, il ne faut pas sortir n'importe où. Alors ça peut être juste de la prudence comme ça, mais évidemment, ce qui vient en tête, c'est quand même des images qu'on a vues. Là, c'est à un degré moindre, quand même, la répercussion assez directe des violences qui ont eu lieu. Je vous vois faire oui de la tête, Michael Diaz, vous confirmez? Parce qu'au-delà de ça, je pense qu'il y a un climat qui est un peu malsain en France, notamment les chaînes d'infos en direct cultivent ce côté très anxiogène au quotidien. Et ça veut dire qu'elles surfent sur ça? Oui, elles surfent sur ça. Moi, j'étais hier 1 heure chez LCI. J'ai pas de télé chez moi. Mais du coup, 1 heure chez LCI à voir passer les images. Et on ressent cette anxiogénité qui est maladive quasiment. Et je peux comprendre qu'on veuille informer, mais là, c'est au-delà de l'information. C'est vraiment très malsain pour les personnes qui regardent. Vous confirmez aussi? Ça remet des couches. C'est absurde, parce qu'en plus, cette information-là, elle va pas changer le monde, quoi. Et hier, on me parle de terrorisme, et après on me dit « Ah, il y a des personnes qui vont revenir de Syrie, qu'est-ce que vous en pensez? On en fait quoi ?» Qu'est-ce que les gens qui sont chez eux, ils ont besoin de savoir ça? Qu'est-ce qu'ils vont y penser juste avant d'aller se coucher? C'est cool, c'est cool d'habiter en France. C'est absurde. C'est vraiment n'importe quoi. Je peux comprendre qu'on veuille faire de l'argent là-dessus, mais c'est n'importe quoi. Ophélie Touliou, vous confirmez que souvent ça n'aide pas les victimes, ce matraquage médiatique, mais qui va avec les commémorations finalement. C'est-à-dire que les chaînes info couvrent aussi les commémorations. Regardez les chaînes d'info tout au long de l'année, et puis après les politiques s'en servent aussi pour faire des déviations. Dès qu'on va les critiquer sur un point, ils vont dire non mais c'est important, écoutez, le terrorisme peut encore frapper, on a besoin de nous, c'est n'importe quoi. Pour vous, ça dérape? On joue sur la peur en fait, on utilise la peur pour gouverner aujourd'hui, et c'est vraiment très très malsain. Vous l'entendez ça, Ophélie Touliou, ce discours d'autres victimes? De toute façon, oui, il faut entendre. Il faut entendre et on peut comprendre et je veux dire c'est très personnel. L'avis de Michael, je sais qu'il est partagé par bon nombre de familles. À l'inverse, il y a aussi d'autres personnes qui trouvent que c'est aujourd'hui un moyen d'information rapide et en direct, etc. Enfin, c'est vraiment là-dessus, c'est très personnel. Et j'ai envie de dire, il y a aussi des gens si malheureusement qui sont trop sensibles ou qui estiment que ça peut leur faire du mal. Vont changer de chaîne, tout simplement. Mais ça peut faire partie des consignes d'un psychiatre envers son patient d'arrêter de regarder les images? Complètement. En tout cas, dans la phase la plus aiguë, c'est clair. C'est là qu'il y a le plus d'images quand même qui tournent en boucle. Alors, on fait souvent l'analogie entre la société, notamment médiatique, et le cerveau traumatisé. Ça tourne en boucle, que comme dans une personne qui a été victime, on répète, pas forcément pour les mêmes objectifs, mais c'est vrai qu'on c'est un dérèglement. Ça veut dire qu'on ne vit pas un attentat qu'une fois, on le vit des dizaines de fois? Ça, c'est le propre du traumatisme, de revivre en permanence, parce qu'on n'a pas pu dépasser ce stade-là, on est resté bloqué, on a disjoncté au moment où c'est arrivé, et on a l'impression que, effectivement, dans les médias, dans un certain sens, la société est restée encore bloquée, et c'est un des effets du traumatisme. Alors, c'est vrai qu'il faut le combattre sous cet angle-là. Il faut aussi comprendre que c'est malheureusement une des conséquences sur lesquelles on est fragile. La société est fragile sous certains angles. C'est là-dessus que certains essayent de nous attaquer. Jean-Luc Vertenschlag, vous aussi, vous avez ressenti un peu ce que dit Michael Diaz, c'est-à-dire que c'est aussi difficile d'en sortir parce qu'il y a un matraquage médiatique autour des attentats et que, je ne sais pas, vous êtes peut-être vous aussi isolé de la télévision? Non, mais c'est vrai que les chaînes d'information continue, c'est effectivement, moi, à mon sens, aussi un problème. Ça peut être intéressant, vous arrivez, vous revenez du travail, vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous allumez, vous regardez 5 minutes et puis vous zappez. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas besoin. Maintenant, si vous vous asseyez devant votre canapé parce qu'il s'est passé un attentat, il faut se souvenir comment nous, on a tous réagi lors de l'attentat du 11 septembre. On s'est assis devant nos canapés et on est resté figé devant ça, à regarder. Et après, effectivement, des gens plus fragiles, des gens qui ont vécu des traumatismes, ça peut réenclencher des choses.
Mais voilà. Même les gens qui ne sont pas forcément très fragiles, ça participe d'une certaine morosité ambiante qui est malsaine. Et on va s'arrêter sur cette idée-là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. On va continuer de revenir sur les attentats du 13 novembre, mais sous un angle plus politique, plus juridique, avec Christine Lazerge et Philippe Bas, car vous le savez peut-être, au lendemain de ces attaques, des débats d'une très rare violence se sont ouverts, notamment autour de l'extension de la déchéance de nationalité. On fait le point avec Jérôme Rabier. C'est une décision prise en 3 jours, dans l'émotion post-attentat du 13 novembre. François Hollande propose aux parlementaires réunis en congrès une modification de la Constitution pour notamment introduire la déchéance de nationalité dans le droit français. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. La proposition va alors diviser la majorité, avec en point d'orgue la démission du gouvernement de Christiane Taubira, garde des Sceaux qui refuse de créer une différence entre les binationaux et les autres citoyens. L'exécutif tente de trouver un compromis, mais le Sénat à majorité de droite réécrit le texte pour le réserver aux binationaux. Dans l'incapacité de réunir 3/5 des votes dans un congrès, François Hollande est contraint de jeter l'éponge. Aussi, j'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel. Une mesure abandonnée, mais que Laurent Wauquiez souhaite désormais faire revivre à l'heure du débat sur le retour possible des djihadistes français. François Hollande, là-dessus, avait raison. La France doit pouvoir déchoir de leur nationalité tous les djihadistes, qu'ils soient binationaux ou qu'ils soient uniquement français, parce que c'est la seule façon que nous aurons de leur empêcher de revenir sur le territoire. Il n'avait pas été suivi à l'époque. Et vous savez par qui il n'avait pas été suivi? Par Emmanuel Macron. Le favori de l'élection à la présidence des Républicains, en voulant déchoir de leur nationalité tous les djihadistes, binationaux ou non, propose l'inverse de ce que la droite sénatoriale, majoritairement issue de son parti, avait refusé lors de l'examen du texte en mars 2016. Et pour ce match des idées spécial 13 novembre, avec nous sur ce plateau, Christine Lazerge, bonsoir. Vous êtes juriste, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Philippe Bas, bonsoir et merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Sénateur LR de la Manche et président de la Commission des lois. On entend Laurent Wauquiez qui remet sur la table cette idée d'extension de déchéance de nationalité et pas seulement pour les binationaux. Qu'en pensez-vous ? Je pense que s'il s'agit de la lutte contre le terrorisme, c'est pas avec la déchéance de nationalité qu'on fera peur aux individus qui sont prêts à se faire exploser pour tuer des innocents. Mais il y a là un symbole à manier avec beaucoup de précaution, en tenant compte de nos traditions républicaines. Le Sénat s'est exprimé de la manière la plus claire dans le processus de révision constitutionnelle qui avait été engagée et qui a avorté. Il n'y a certainement pas de perspective pour que sa position change. Christine Lazerge, c'est possible ou pas, d'un point de vue juridique, constitutionnel, d'étendre cette extension, cette déchéance de nationalité aux binationaux et peut-être aux Français ? Il y a dans la Déclaration universelle des droits de l'homme un article 15 qui pose que toute personne a droit à une nationalité. Mais nous avons aussi dans le Code civil un texte qui déjà prévoit dans des cas extrêmes et à la suite de très lourdes condamnations pénales la possibilité de la déchéance de nationalité. C'est manié, utilisé avec extrêmement de prudence et je pense que c'est largement suffisant. La CNCDH s'est opposée radicalement à l'introduction dans la Constitution. Et d'ailleurs, elle s'est opposée radicalement à une réforme constitutionnelle introduisant l'état d'urgence lui-même dans la Constitution. La déchéance de nationalité, c'est priver quelqu'un de sa dignité humaine, c'est donc rompre avec l'égale dignité des êtres humains. Et quand il s'agit de binationaux qui ont deux nationalités, et donc si on les prive de cette nationalité française, ils ne sont pas apatrides. Mais ça existe.
Le précédent gouvernement a eu l'occasion de faire prendre des décrets qui ont été examinés par le Conseil d'État. On est dans un état de droit, il faut des garanties juridiques, mais qui ont permis de prononcer des déchéances de nationalité, mais pas de fabriquer des apatrides. C'est ça la tradition française. C'est pas qu'on ait de la compassion pour les terroristes, parce que je rappelle qu'il s'agit bien de terroristes. Et c'est simplement que nous n'avons pas de raison de modifier nos principes si ça n'est pas efficace pour mieux prévenir les risques de terrorisme. Oui, le but ultime, c'est l'efficacité, Christine. Le but ultime, c'est aussi le respect des libertés et droits fondamentaux. C'est de conjuguer l'efficacité et le respect des droits fondamentaux. Et c'est, oui, on pratique la déchéance de nationalité, d'ailleurs avec prudence. Et il est difficile de renvoyer, mettons, un franco-marocain au Maroc, où je devrais prendre un autre exemple, dans un pays où la peine de mort est praticable et pratiquée. La France ne le fait pas. Ça. La France ne le fait pas. Oui, donc de toute façon, si nous élargissions les cas d'échange de nationalité, on se heurterait à un certain nombre d'interdits pour la France, comme le retour dans un pays où la peine de mort est pratiquée. J'en reviens à ce que vous disiez, la France ne le fait pas pour des franco-marocains, parce qu'il y a... Non, je n'ai pas parlé de franco-marocains. Et Madame la présidente de la Commission des droits de l'homme a rectifié le tir, si j'ose dire, en disant non, je laisse de côté l'exemple du Maroc. Non, si vous avez un pays où la peine de mort existe, vous n'avez pas le droit d'envoyer à la mort un individu. Donc pas d'échéance de nationalité pour un binational dont l'autre nationalité. Dans la mesure où ça s'il est condamné pour terrorisme, à le renvoyer dans son pays de l'autre nationalité qui subsisterait. Et s'il est condamné pour terrorisme en France, c'est le droit français. S'il est condamné pour terrorisme en France, il purgera sa peine. Et je vous signale que le Sénat a demandé et obtenu qu'il y ait des peines incompressibles en pratique pour les terroristes. Nous ne voulons pas qu'un terroriste condamné à la perpétuité puisse sortir de prison un jour. En préparant cette émission, je me suis aperçue qu'au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, la déchéance de nationalité avait également été étendue aux binationaux en cas d'activité terroriste. Est-ce qu'il y a un cas particulier par rapport à l'opinion française? On a vu ce débat autour de la déchéance de nationalité qui a été d'une grande brutalité, beaucoup de violence. Il y a eu un rejet très fort à la fois de la société civile et du monde des juristes à l'encontre de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, elle nous met en contradiction avec les libertés fondamentales. Avec nos libertés fondamentales, avec nos engagements internationaux. Et elle existe marginalement. Donc nous pouvons parfaitement l'utiliser marginalement. Moi, je n'ai pas de problème de principe avec la déchéance de nationalité. Moi, j'ai des problèmes de principe aussi. De binationaux. Mais vous avez peut-être un problème de principe, mais vous ne proposez pas de revenir sur le droit français qui prévoit la déchéance de nationalité. Attention, ce débat est peut-être un peu compliqué, mais la déchéance de nationalité, elle existe. Il s'agissait pour François Hollande de l'étendre à des gens dont on aurait fait des apatrides ou qui risquaient de se trouver dans la situation qu'on a décrite tout à l'heure, d'être condamnés à mort dans leur propre pays. Bon. Et donc, c'est juste une question de nuance. Il n'y a pas de principe qui s'oppose à la déchéance de nationalité, sauf ne pas faire d'apatride. Mais de toute façon, je reviens sans arrêt là-dessus, vous ne lutterez pas contre le terrorisme, à part la satisfaction que ça vous donne de dire qu'il n'est pas digne de la nationalité française, ce qui est déjà important, mais vous ne lutterez pas efficacement contre le terrorisme avec la déchéance de nationalité. Alors, évidemment, puisque les terroristes sont prêts à mourir en martyrs et même l'attendent, la déchéance de nationalité est le dernier au moment du débat, et le droit français le dernier de leurs soucis. Il y a une mesure qui est bel et bien entrée en vigueur, c'est l'instauration de l'état d'urgence dès le soir du 13 novembre 2015. Il était censé durer 3 mois, il a duré 2 ans, prolongé à 6 reprises pour être finalement entièrement, quasiment intégré dans le droit commun, et certains le déplorent. Écoutez. Le plus grand reniement d'Emmanuel Macron tient sur les libertés publiques. Il y a 1 an, dans son livre « La Révolution en marche », il disait « Il faut sortir de l'état d'urgence, il est attentatoire aux libertés publiques ». Que fait-il? Il accomplit la première partie de sa promesse, on sort de l'état d'urgence, mais pour intégrer l'état d'urgence au droit commun. C'est-à-dire ce qu'il analysait comme une atteinte aux libertés publiques, il en fait le droit commun. Philippe Bas, qu'est-ce que vous inspire ces propos de Benoît Hamon? Il parle d'atteinte aux libertés individuelles, y compris avec cet état d'urgence. L'état d'urgence, c'est toujours l'état de droit.
le Conseil d'État se prononce sur les mesures quand elles sont contestées. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer lui aussi. Il faut échapper aux caricatures dans ces domaines. Le Parlement contrôle l'état d'urgence. Il a un suivi permanent avec les pouvoirs d'une commission d'enquête. La question qui se pose pour nous, c'est l'adéquation de ces restrictions aux libertés d'aller et venir ou au secret de la vie privée par rapport aux objectifs de lutte contre le terrorisme. Le gouvernement a voulu sortir de l'état d'urgence. J'ai répondu, si vous sortez de l'état d'urgence, avec les mesures de la loi que vous nous avez proposées, il faut que vous soyez sûr que nos moyens de lutter contre le terrorisme soient suffisamment importants, sauf si vous pensez que la menace a baissé. Je pense que personne ne croit aujourd'hui que la menace a baissé. Et donc, nous avons à la fois été vigilants, parce que c'est une responsabilité majeure de l'État, qu'on ne baisse pas la garde face au terrorisme, et nous avons aussi, de l'autre côté, voulu que la loi permanente qui remplace l'état d'urgence qui, lui, est temporaire, eh bien, ne puisse pas être appliquée pendant plus de 3 ans sans que le Parlement se prononce de nouveau. C'est ce qu'on a appelé, nous, au Sénat, la clause d'autodestruction que nous avons inventée. Et donc, quand le gouvernement mettra en place des périmètres de sécurité, fermera des mosquées qui appellent au crime, quand il y aura des assignations à résidence, même si on utilise un autre mot, ou des perquisitions au domicile de nuit, même si on utilise un autre mot, eh bien, il faudra que le Parlement soit informé, que ce soit public et que nous puissions le contrôler, et ces mesures tomberont au bout de 3 ans. Donc on a trouvé une sorte de moyen terme. C'est une version atténuée de l'état d'urgence, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus inscrit pour l'éternité dans notre droit, sans même que nous ayons à nous prononcer. Ces clauses, ces mesures vont tomber d'elles-mêmes en décembre 2020. Alors c'est extrêmement grave pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui demandait le retrait de cette loi qui est maintenant la loi du 30 octobre. Le Conseil d'État lui-même a indiqué et dit à plusieurs reprises que l'état d'urgence était un état d'exception et qu'en tant que tel, il ne pouvait pas être permanent. Or, nous venons d'inscrire dans le droit commun un état d'urgence permanent, avec plus que vous de dites. garanties. Pour vous, c'est un état d'urgence qui ne dit plus son nom, mais qui est là. Absolument. Non, mais c'est pas permanent, madame. Je viens de le dire. Il y a une clause d'autodestruction. 3 ans, c'est pas permanent. Si. On a eu l'état d'urgence 2 ans, là, on fait 3 ans cette expérimentation. On renouvelait, on réfléchissait tous les 2 mois, tous les 3 mois au renouvellement de l'état d'urgence. Maintenant, on n'a plus à se poser la question. On attend décembre 2020. Je reconnais, la CNCDH reconnaît qu'il y a quelques garanties nouvelles, mais cependant, c'est l'essentiel de l'état d'urgence qui intègre le droit commun, qui est transfusé dans le droit commun, avec évidemment des régressions de l'état de droit, puisque des pouvoirs exorbitants sont donnés aux forces de police. Alors que fallait-il faire ? Eh bien, toutes les études sur l'état d'urgence montrent que pour lutter, et alors là on est entièrement d'accord, nous ne cherchons qu'à lutter le mieux possible et le plus efficacement possible contre le terrorisme. Mais concrètement, vu la période et vu la menace, ce qu'il faut faire, c'est ce que la France a fait. Elle a conforté, renforcé ses services de renseignement qui sont infiniment plus performants qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans. Elle a conforté, renforcé sa coopération européenne, sa coopération internationale. Il y a 2 ans, nous aurions certainement eu des échanges avec la Belgique et nous aurions sans doute, je ne peux pas l'assurer, mais sans doute déjoué les attentats du 13 novembre 2015. Tous les experts juristes vous disent que l'état d'urgence a surtout eu pour objectif et continue à avoir pour objectif, en étant intégré dans le droit commun, de donner un sentiment de protection aux Français. Mais que ce n'est pas l'état d'urgence, ce sont d'autres modalités, et les services de police et de gendarmerie dans les poursuites judiciaires, les filatures, les renseignements, mais pas l'état d'urgence. L'autre question qui découle de ces attaques, c'est la gestion des djihadistes qui reviennent de Syrie. En ce moment, un cas fait beaucoup réagir, c'est celui de Margot Dubreuil, française, mère de 3 enfants, en Syrie, aux côtés des hommes de Daesh depuis 5 ans. Aujourd'hui, elle veut rentrer en France, sauf que la France ne veut pas d'elle. Le procureur de Paris, François Molins, a évoqué ces cas qu'on appelle des revenants maintenant. Pour lui, ce sont plutôt des déçus de Daesh et pas forcément des repentis.
Je crois que dans ce dossier, il faut se départir de toute naïveté. Je pense aux interviews que j'ai vues dernièrement sur des chaînes de télévision. On a affaire à des gens qui racontent quelque chose. Moi, je n'ai pas perçu véritablement de regret dans ce que j'ai entendu. Je pense qu'il ne faut pas confondre la déception et la désillusion et le repentir. Philippe Bas, qu'est-ce qu'on fait face à ces gens qui veulent revenir ? Quel arsenal juridique a-t-on pour gérer ces cas-là ? Ces cas sont différents les uns des autres. Donc le cas par cas prôné par Emmanuel Macron, ça vous parle ? S'il s'agit de Français, ils vont être arrêtés à leur retour en France et des poursuites vont avoir lieu. Et mais quelle poursuite ? Poursuite pénale. Précisément, ça prouve que quand on prend des mesures dans notre droit permanent, quand il y avait des trous dans la raquette, comme on dit, on est utile. Et quand on a modifié les règles de la lutte contre le terrorisme, les règles de la politique du renseignement pour permettre de mieux traquer les comportements qui peuvent contribuer au terrorisme, on fait œuvre utile. Nous avons besoin que le droit s'adapte à la réalité qui ne cesse de bouger du terrorisme. Et donc, les règles qui ont été posées dans les années récentes permettent, la retenue dans des centres des personnes qui rentrent, et 2, pendant le temps de la retenue, de permettre à la justice de faire son travail et de provoquer de nouvelles incriminations pour ensuite que ces personnes soient condamnées. Et elles le sont. Non, mais on n'a même pas besoin d'inventer de nouvelles incriminations. Nous sommes en France armés jusqu'aux dents en termes de qualification pénale. Grâce au travail que nous avons fait ces dernières années, depuis 30 ans. Il faut le dire. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans, avec des doublons. C'est-à-dire, on se fonce sur du déclaratif. Non, mais ces personnes, si elles sont françaises, elles font l'objet d'une instruction immédiatement. Et une enquête qui va jusqu'en Syrie pour savoir s'ils ont pris les armes. Non, mais est-ce qu'on est armé juridiquement pour condamner ces gens-là de manière juste ? Elles ont forcément participé à des entreprises terroristes. Si vous le permettez, précisément, dans les lois qui ont permis la reconduction de l'état d'urgence, il y avait aussi des dispositions de droit, parmi lesquelles une disposition qui permet une poursuite et une condamnation à des peines de prison pour une personne qui revient de régions contrôlées par Daesh. Et donc, on postule que cette personne est allée dans des camps d'entraînement et ça suffit pour pouvoir la condamner. Ce qui prouve que les mesures que l'on prend pour modifier notre droit permanent sont utiles à la lutte contre le terrorisme. Parce que ces mesures-là, elles permettent tout de même de prévenir des attentats en faisant en sorte que des individus dangereux soient mis hors d'état de nuire. Nous défendons à la fois la liberté et la sécurité. Nous avons notre responsabilité qui est de donner à la justice, à la police des moyens juridiques. Elles doivent aussi avoir des moyens en hommes, en matériel, naturellement. Mais c'est pas contradictoire. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut les deux. Je voudrais ajouter que les droits de la défense de ces personnes doivent être absolument respectés et qu'il ne faut pas imaginer qu'aucune de ces personnes n'est réinsérable dans la société. Et pour cette raison, lorsque le président de la République dit au cas par cas, mais tout ça commence quand même par des poursuites pénales. Et puis, on voit ce que donnent ces poursuites pénales. Mais on ne peut pas d'entrée, pour des raisons encore de liberté et droits fondamentaux, dire ces personnes, elles ne sont en aucun cas réinsérables dans la société française. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous allons recevoir Roger Paul Droit, philosophe, écrivain, chroniqueur, chercheur au CNRS. On va essayer d'observer les mécanismes de haine qui poussent au terrorisme et de voir si une déradicalisation, justement, est possible. Depuis 2 ans, toutes les politiques en la matière ont un petit peu de mal. Julie Hulin. En France, les individus radicalisés sont recensés dans un fichier depuis mars 2015. Le FSPRT, fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il serait aujourd'hui 12 075 radicalisés surveillés par la police. Parmi eux, près de 4 000 individus estimés plus dangereux. Surveillés, comptés et déradicalisés. Depuis 3 ans, la France semble avoir échoué dans cette voie. Des millions d'euros dépensés entre des associations à l'efficacité incertaine et un centre déjà fermé. Installé à Pontourny, il devait accueillir des personnes volontaires en voie de déradicalisation.
Il a fermé ses portes cet été après moins d'1 an d'existence. Seules 9 personnes y ont séjourné. Aucun n'a suivi l'intégralité du programme. Resté longtemps secret, un autre dispositif lancé fin 2016 en Île-de-France accompagne 14 personnes mises en examen ou condamnées pour des faits liés au terrorisme. Un suivi 100% personnalisé qui favorise la réinsertion. Une expérimentation qui devrait être élargie à d'autres départements et intégrée dans le plan national contre la radicalisation qu'Emmanuel Macron annoncera en décembre prochain. Et avec nous pour cet entretien, Roger Poldroy, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, philosophe, écrivain, chroniqueur, chercheur au CNRS. Et vous avez récemment écrit une chronique sur le livre de Jacob Rogozinski, Djihadisme, le retour du sacrifice. Cela fait plusieurs années que politiques et penseurs essaient de mettre des mots sur cette radicalisation. Est-ce qu'on est toujours dans l'impasse ou est-ce qu'on avance ? En tout cas, on avance en posant la question, je crois, de la manière de plus en plus nette. Au départ, il y avait cette sidération. Pourquoi donc sommes-nous l'objet de tant de haine? On a le sentiment, si vous voulez, de mener des vies normales, chacun librement, dans une société démocratique, en paix. Et puis voilà, des gens qui souvent ont été élevés en France, qui ont... avec nos valeurs, avec nos valeurs, dans les écoles de la République, et qui sont capables, en quelques semaines ou en quelques mois, de devenir suffisamment haineux, hostiles, destructeurs, assassins, pour aller, comme on l'a vu il y a 2 ans, tuer dans des boîtes de nuit ou au Stade de France ou dans les rues. Et il y a là quelque chose qui, effectivement, est d'abord sidérant. Quelle est cette haine et quels en sont les motifs, les vecteurs? Parce que il faut comprendre, je crois, que ça n'est pas une affaire simplement de pauvreté, de délinquance. Vous parlez des explications sociales. Voilà, les explications sociales, je ne dis pas qu'elles n'existent pas du tout, mais elles ne sont pas centrale. La question centrale, elle n'est ni économique, ni même post-coloniale, ni tout ça, elle est religieuse. Et il faut comprendre, on a eu du mal à saisir cela, on n'a pas vu tout de suite. On a même souvent fait l'impasse sur la dimension. Pourquoi ? On n'a pas voulu, vous voulez dire ? On a été n'a pas voulu parce que, alors ça n'est pas la religion en général, mais c'est le fanatisme religieux. Et le retour du fanatisme, ça c'est quelque chose que nous n'avons pas vu venir et que nous n'arrivions pas d'une certaine manière à comprendre. Et ce qu'il y a de nouveau, j'ai envie de dire que c'est ce qu'il y a de plus ancien. C'est-à-dire un retour à un fanatisme archaïque, le désir chez les djihadistes de restaurer un califat qui est une très vieille histoire des débuts de l'islam, réappliquer la charia dans toute sa littéralité et sa rigidité sans tenir compte de l'histoire et du monde moderne. Il y a quelque chose là, si vous voulez, qui est pour nous tout à fait sidérant. Et pourquoi et comment peut-on arriver à tuer des enfants, des femmes, des gens en les regardant dans les yeux? Là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui pour le psychologue, mais aussi le philosophe, comme pour chacun de nous, est une véritable énigme à essayer de creuser. Comment vous expliquez, puisque vous parlez de l'islam, que cette haine, cette envie d'éradiquer l'autre, la civilisation adverse, ne touche que l'islam? Est-ce que vous l'expliquez par la jeunesse de la religion par rapport aux 2 autres monothéismes? Comment on se l'explique? Parce que je crois qu'il y a principalement un retour politique depuis, disons, le milieu du XXe siècle. Je crois qu'il y a un penseur qu'il faut regarder de près, qui est Saïd Qutb, qui a... C'est l'Égypte, c'est un des idéologues fondateurs des frères musulmans. Dans les années 50, il était en prison sous Nasser, il a écrit un commentaire de 4000 pages du Coran. Et si on regarde bien, c'est quoi? C'est la constitution de notre société démocratique, moderne, libérale, comme un objet d'impiété absolue, d'impureté totale. Et ce retour à la pureté, finalement, fait que on peut et on doit détruire ce monde impie, impur. Qutb, il était
inspecteur d'académie, c'était, vous voyez, un universitaire. Il a été envoyé aux États-Unis, je crois, juste après-guerre. Et il voit les étudiantes américaines dans les boîtes de nuit, décolletées, les cuisses nues, buvant du whisky, draguant des types. Il est effaré. Et après, si vous voulez, il finit par théoriser cet effarement en disant cette société, c'est véritablement l'enfer, c'est ce que nous devons combattre. Oui, absolument. Oui, mais pardonnez-moi, ça aussi c'est valable dans les autres religions, y compris dans le judaïsme, où effectivement il y a ce mythe de Sodome et Gomorrhe, où on refuse la société occidentale avec la nudité, avec les travers qu'elle peut avoir. Pour autant, il n'y a pas ce phénomène de djihadisme qu'on observe là. Il y a parce qu'il n'y a pas l'idée d'une domination mondiale. Un des axes, alors chez Codebeu, il n'y a pas la violence, il n'y a pas, en tout cas, l'idée de terrorisme ni d'attentat. Mais il y a bien cette idée qu'il faut œuvrer à la destruction du monde impie et établir un califat mondial, c'est-à-dire faire régner partout totalement la loi divine, qui est une loi complètement, il faut voir aussi cela, totalement opposée à nos valeurs démocratiques. C'est-à-dire que, pourquoi pas les autres? Il y a eu l'Inquisition chez les catholiques. C'est pour ça que je vous parlais de la jeunesse de l'islam. Parce que il y a eu un profond travail à l'intérieur de la chrétienté qui a fini par admettre qu'il y avait aussi un espace de la laïcité. L'islam l'a fait. Il y a des millions et des millions de musulmans qui vivent dans les pays démocratiques de façon pacifique et pacifiée et heureuse. Mais il y a cette frange finalement récente d'une re-radicalisation politique et religieuse de l'islam qui s'est armée et que nous voyons aujourd'hui tuer. Est-ce que pour trouver une issue, pour lutter contre ces djihadistes, il faut arrêter de les haïr ou au contraire tenir compte des émotions qu'on peut ressentir? Moi, je crois qu'il faut tenir compte de nos émotions, à condition de les contrôler. Si vous voulez, nous avons face à nous une forme de haine véritablement aveugle et meurtrière. C'est-à-dire des gens qui veulent et qui sont intelligents et qu'il ne faut pas du tout prendre, n'est-ce pas, pour des espèces d'imbéciles ou de psychopathes. Ou il y en a quelques-uns des psychopathes qui s'ajoutent, mais le cœur, je crois... Ils ne sont pas des déséquilibrés, ce pas des déséquilibrés. Pas du tout, ce sont des religieux fanatiques. Et donc des gens qui ont cette puissance de se dire « j'ai le droit de tuer parce que je fais la volonté de Dieu ». Et du coup, je suis légitimé à tirer dans le crâne des enfants, yeux dans yeux, parce que ce que je le fais, c'est pire, c'est la pire des choses humaines, mais je le fais justifié, légitimé. Alors, face à cela, je crois qu'il faut se dire, est-ce que nous devons, d'une certaine manière, retourner cette haine? On pourra toujours dire, non, on ne répond pas à la haine par la haine, vous connaissez même... on est aujourd'hui ne pas tomber dans leur piège, ne pas haïr également. Voilà, une des victimes dont la femme a été tuée a publié un livre intitulé « Ils n'auront pas ma haine ». Et dans une journée qui est comme aujourd'hui la commémoration, je respecte que chacun, si pour lui c'est son mode de défense, d'équilibre, sa manière de se sauver de ce traumatisme, d'accord. Mais je crois que c'est absolument faux. Je pense que nous devons, au contraire, cultiver non pas une haine aveugle, mais une forme de haine, si j'ose dire, raisonnée, contrôlée, mesurée, une vraie rage pour pouvoir nous battre. Et on va s'arrêter sur cette idée. Merci infiniment, Roger Poldroit, d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info. Il s'agit de Mounir Majoubi, secrétaire d'État en charge du numérique. Passez une belle soirée. Restez au cœur du débat.